le jeune entrepreneur malien, c'est comme Fantan Doussouba, quoi. Il ne faut pas harceler les gens, mais il ne faut jamais leur foutre la paix. Il faut toujours les rappeler que je suis là. Ah, mais Cro, tu m'avais dit semaine passée, tu m'avais dit, Cro, mais tu ne décroches pas, Cro. Quand tu veux être grand dans l'entrepreneuriat, il faut que les gens aient peur de toi. Peur comment? Parce qu'ils disent que ni Claude, Atadabla, quand il veut là, il faut qu'à sinon il se laisse pas. Il me laisse pas, il me fout pas la paix. Voilà, 2 jeunes aventuriers qui rentrent au pays et qu'avec, on va dire, le TDR de Kasanga, c'était pas évident. Et selon le patron de la télé, il avait estimé la chose à près de 40 millions de francs CFA. Oh, waouh! Je sais qu'en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la culture, c'est différent qu'être entrepreneur dans tout autre domaine. On n'avait pas de structure de production audiovisuelle, on n'avait pas de télé. Puisqu'en son temps, il y avait Africable et l'URTM. Le concept Yele Bougou, c'est l'exemple type de l'entrepreneuriat qui dit partir de zéro. Parce que partir de zéro, ça veut dire que 0,00 et arriver à amasser des centaines de millions, je pense qu'il faut le faire. C'est une leçon à donner aux jeunes. Je me rappelle bien, lors d'un des primes de Kasanga, j'avais été approché par Koma Diabaté. On faisait jouer les artistes, les rappeurs ou les griottes et tout ça. Mais on ne faisait pas jouer d'humoristes en son temps. Mais il est venu nous voir et il a dit qu'il a une petite troupe et que est-ce qu'ils peuvent jouer juste un sketch lors d'une pause, lors d'un prime de Kasanga. Comment un entrepreneur doit faire en fait côté argent, parce que c'est très capital. L'argent, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Il faut savoir faire la part des choses. L'argent, pour certains, c'est pour frimer, c'est pour faire de la belle vie. Mais pour un vrai entrepreneur, l'argent est important puisque ça permet de passer des caps. Ce qui est motivant pour un entrepreneur, c'est que tu as toujours la faim. Tu as toujours faim, tu veux toujours encore plus. Même ce qui est facile. Et un entrepreneur qui veut être grand doit toujours sortir de sa zone de confort. Très important. Très important. On est un peu mitigé parce que quand on veut se lancer, il y a toutes ces informations-là qui nous tombent dessus et souvent, on ne sait plus où donner de la tête. Je ne peux pas confondre abandonner et reculer pour mieux sauter. C'est 2 choses complètement différentes. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ouh, ce secteur est très difficile, j'abandonne. » Et je m'attaque à un autre secteur. Ce n'est jamais bon de fuir un secteur pour sa difficulté ou en tout cas pour les difficultés que le secteur peut révéler. Parlons des débuts de l'entrepreneuriat innovant au Mali. On a eu Yele Bougou, on a eu Case Saramaya et on a eu la case de l'entrepreneuriat. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je suis avec un géant de l'industrie de l'entrepreneuriat au Mali. Mais bien après ça, il y a eu d'autres événements, d'autres initiatives, d'autres innovations au Mali. À travers le fait qu'il soit co-organisateur des Mali Digital Awards, également promoteur de Dashili et de l'événement qui met en évidence l'art, le design et la décoration au Mali, l'événement intitulé SADEC. Nous avons M. Ander Baba Diarra sur le plateau aujourd'hui. Salut! Bonjour Lala. Ça va? Je vais très bien et toi? Je vais super bien et je suis très ravie de t'avoir aujourd'hui sur mon plateau. Tout le plaisir est pour moi. J'en suis ravie. Alors aujourd'hui, on a un podcast ensemble sur le plateau de Kumabi Bolo, le podcast que je continue de mentionner, qui innove, qui redynamise, qui actualise et qui donne de l'adrénaline. Alors aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de beaucoup de choses pour que tu puisses inspirer les jeunes femmes et hommes du Mali à comprendre que l'entrepreneuriat, oui, ça peut faire ses preuves. On peut réussir là-dedans malgré les obstacles, les hauts et les bas. Mais bien avant tout ça, ça serait intéressant que tu nous parles un peu de toi. Qui est Ander Baba Diarra? Ben là, tu imagines bien que c'est pas chose aisée de parler de soi. Naturellement. Mais, voilà. Mais on va essayer d'utiliser toute la modestie qui va avec. Je suis un jeune Malien qui a commencé à entreprendre il y a au moins quand même une vingtaine d'années. Et le premier choix s'est porté sur naturellement le monde de la culture, des arts et de la culture. Et je suis rentré, j'étais à l'aventure en France. Et j'ai décidé de rentrer au Mali avec mon ami et associé, M. Papawan, que je salue ici présent, sur ce plateau, je vais dire. Et
a décidé, on a été des jeunes très fous. Je me pose toujours la question si c'était à refaire, est-ce que j'allais avoir on allait avoir les mêmes motivations et les mêmes niaques, parce que le Mali était un terrain méconnu de nous. Bon, on a fait notre enfance ici, certes, mais quand tu quittes le Mali pendant une dizaine d'années, après tu es complètement déconnecté. Donc on est revenu et on a décidé d'entreprendre. Mais c'était dans des conditions extrêmement, extrêmement, extrêmement difficiles. Parce qu'on voulait venir révolutionner un secteur. Et ce n'était pas évident. Donc, voilà, on a décidé de venir entreprendre et dans le domaine de la culture. Et c'est ce qui a vu la naissance de Case Sanga. Et par la suite, Case Saramaya, c'est moi la plus belle. Et par la suite, Yele Bougou. Et ensuite, on est rentré un peu dans tout ce qui est diaspora entrepreneurship, la case de l'entrepreneur, et Mali Digital Awards et le SADC. Naturellement aussi Dashili. Voilà, Dashili, c'est la boîte de communication événementielle. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'aspects, mais en général, ce qu'on voit, c'est que en tant que Malien de la diaspora, avoir le courage, à cette époque-là, d'avoir la niaque, comme tu l'as dit, de dire, OK, je plie bagage. Même si tout va bien là-bas, c'est pas chez moi. Je reviens dans mon pays, malgré que les conditions ne sont pas très favorables en cette période-là. Mais je décide quand même de venir, je tente le coup pour le tout, comme on le dit. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que quand tu es revenu dans ton pays, pourquoi le déclic, quelle a été la source du déclic du domaine de la culture en fait? Pourquoi pas un autre domaine dans l'entrepreneuriat, mais la culture surtout? Bon, moi je dirais que le déclic nous est arrivé quand on était à Paris. Comme je l'ai dit, mon associé, Monsieur Wan et moi, on était friands, on était vraiment très, très, très accros aux émissions qu'on voyait sur les chaînes, les télévisions françaises. Et à l'époque, ce n'était pas accessible comme ça en grande masse en Afrique. Donc, on regardait surtout Star Academy et on se faisait des comptes rendus quoi, par rapport à l'émission passée, ainsi de suite et tout ça, quoi. Donc après, c'est venu comme ça, on s'est dit, pourquoi ne pas aller tenter une expérience similaire chez nous, puisque en son temps, il y avait que Top Étoile comme émission de musique, et puis les Jouvences et tout ça. Donc c'était des émissions qui existaient depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc on s'est dit, mais pourquoi ça n'évolue pas? Il n'y a que ça. On peut quand même tenter quelque chose qui pourra peut-être intéresser de la petite jeunesse à la moyenne jeunesse, et puis même aux grands adultes. Pourquoi pas? Donc, on a réfléchi en un premier temps. Ensuite, on a fait des démarches pour aller prendre des formations à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc, comment faire la télé-réalité, comment faire une télé-réalité et puis adapter surtout, parce que nous, on a quand même on a beaucoup d'interdits ici. Puisque là-bas, je me rappelle, on prend une villa, on met les hommes et les femmes dans la même villa. Et nous, d'abord, le premier problème qui s'est posé à nous-mêmes, en tant qu'initiateurs, on s'est demandé, mais comment on peut venir dans un pays aussi islamisé que le Mali pour venir dire, on va prendre une villa, on met les filles et les garçons. Et on s'est dit, on va nous tuer. Donc, c'est pour dire qu'on était déjà conscient de toutes les problématiques qui nous attendaient dans la réalisation de ce concept. Donc, mais quand même, comme on s'est formé pendant 1 an. Wow. Oui, donc, il y a une préparation avant de venir sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Donc, et puis, on a démarché le RTM en son temps. Et puis Africable. Le RTM était notre priorité, mais on était dans une année électorale puisque Africable était une chaîne jeune. Mais je salue ici Africable et son promoteur Ismaël Sidibé de nous avoir ouvert sa télé et de nous avoir donné la main et puis de nous avoir fait partager toute son expérience aussi.
parce que le grand frère, il est balèze, il est énorme. C'est un grand visionnaire. Donc, Ouais. et on est venu, et puis on a rencontré Africable qui nous a mis en contact également avec Blomba. Donc, nous, à l'époque, c'était Fanaday Entertainment. Donc, on a associé les 3 entités. Et puis, on s'est jeté dans l'aventure. Waouh. Et puis, ça a pris, par la grâce de Dieu. Waouh. C'est vraiment intéressant. Mais j'ose exprimer le fait que toute aventure, malgré qu'elle soit belle, n'est jamais rose. Il y a des hauts et des bas. Ah oui. Il y a des obstacles. Et là, je veux que tu nous parles un peu. Quand vous êtes revenu, après avoir suivi une formation de 1 an à la diaspora, et vous êtes revenu sur le pays, malgré que vous étiez conscient de certaines réalités du domaine, mais c'était crucial aussi de maîtriser les rouages de ce pays-là, surtout dans le secteur de la culture. Comment vous avez surmonté les obstacles? Et est-ce que les obstacles, il y en a eu beaucoup? Si oui, est-ce que vous pouvez nous citer ceux qui vous ont vraiment marqué? Bon, à notre retour, bien évidemment, vous savez, le Mali a ce petit côté conservateur. Tout le monde sait que ce n'est pas facile de changer les choses ici. Souvent, le changement nécessite des grognes. Souvent, ça nécessite des recadrages. Voilà, parce que il y a un conflit de génération. La vieille génération dit, mais ça, c'est des enfants qui sont fous. Comme je le disais tantôt, on arrive avec l'idée de rassembler, parce qu'au départ, quand on a lancé Cas Sanga, par exemple, on a dit on veut 4 filles et 4 garçons. Et il faut les interner. On n'avait pas les moyens de prendre 2 villas. Et puis, ce n'est même pas possible parce que dans la configuration, il y a un orchestre pour tous les jeunes, filles comme garçons. Et l'orchestre avait eu domicile dans la case, comme on dit. Nous, voilà, la villa, on l'a toujours appelée la case. Donc, ce n'était pas possible de déloger, de mettre les filles dans un autre local. Donc, le fait d'avoir gardé les 2, déjà dans nos démarches, on a senti l'hostilité tout de suite. Et puis, puisque à l'époque, bon, on va dire les directeurs nationaux, par exemple le directeur national de la culture ou certains hauts cadres du ministère du ministère de la Culture, lorsqu'on les rencontrait, ils disent, mais vous êtes fous? Comment vous allez favoriser, excusez-moi du terme, la fornication, ou c'est là, de nos enfants, là, vous allez les pervertir en les mettant... vous savez très bien ce qui peut se passer dans la case. Vous n'avez pas le contrôle total de ce qui peut s'y passer. Ouais. Bon, nous, on a dit, de toute façon, on a un intendant, on aura un intendant, on aura quand même de la sécurité en permanence, 24/24. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est, voilà, entre autres, les premières difficultés. Et deuxième difficulté, déjà, ce n'était pas gagné lorsqu'on est venu avec le projet était tellement énorme que, puisque ça nécessite, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une vraie révolution, parce qu'il faut être présent à la télé du lundi au vendredi, et ça nécessite vraiment des coûts de production énormes. Oh oui. Et à côté de ça, le week-end, il fallait avoir la grande salle du Palais de la Culture, et qui coûtait extrêmement cher. À cette époque-là. À cette époque. Donc, il fallait l'aménager. Il fallait mettre l'orchestre dedans, et l'orchestre était coûteux. Tout était très, très, très coûteux. Donc, et pour que la chaîne des télés s'apprête, enfin, disent, bon, moi, je vous suis, il fallait une garantie, quand même, quelque chose qui soit là, parce que selon le patron de la télé, il avait estimé la chose à près de 40 millions de francs CFA. Oh, wow. Donc, voilà, 2 jeunes aventuriers qui rentrent au pays et qu'avec le projet, avec on va dire le TDR de Kasanga, c'était pas évident. Donc, tous ces obstacles, on s'est battu pour pouvoir les éliminer un à un.
Et c'était très, 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 très difficile. Et les partenaires, pour les mobiliser, c'est quelque chose de nouveau, ils ne connaissent pas. Donc, ils étaient très sceptiques. Mais voilà, nous, c'est vrai que franchement, on a été très persévérants, on insistait, quoi. On dit non, si une porte se fermait, quand une porte s'est fermée à l'époque, on sautait vers l'autre porte. Et ainsi de suite. On s'est dit jusqu'à la 10e porte, on va quand même ouvrir les portes. Wow. Bon. Et une des particularités, enfin, une des chances que nous avions, c'est qu'on était 2. Donc, quand l'un a le moral en berne, oui. l'autre booste. Non, c'est pas le moment, on a fait tout ça. Et puis après, il dit, OK, c'est vrai. Et puis on recommençait, on fonçait. C'était comme ça. Wow. On n'écoutait personne, on n'écoutait rien. On était omnibulé par notre objectif. Et puis on fonçait. C'est vraiment, il y a eu beaucoup d'obstacles, quoi, mais on ne peut pas tout citer ici. C'est pas possible. En tout cas, j'ose espérer qu'on a cité l'essentiel. Ouais. Vision, objectivité. Vous avez évoqué ces mots durant la narration. Mais il y a un autre aspect dont je souhaiterais qu'on parle aujourd'hui. C'est la gestion du personnel. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la culture, c'est différent qu'être entrepreneur dans tout autre domaine. Tu as parlé de l'aspect... C'était nouveau, les gens ne connaissaient pas, donc il y avait des portes qui se fermaient et après vous sautez vers d'autres portes et tout. Mais naturellement, quand on doit gérer une équipe, en tant que jeune entrepreneur, c'est pas facile, on le sait. Et de par votre expérience, quel a été votre défi, surtout côté RH, pour gérer le personnel? C'est... Bon, là, tu sais bien, quand tu veux entreprendre, tu parles d'un tout. Il y a le personnel, il y a les partenaires, il y a l'environnement, la société, et ce n'est jamais facile, puisque chacun est un étranger pour l'autre. Et il y a, de prime abord, il y a cet instinct de méfiance qui anime tout le monde. Nous, comme les gens qui bossent pour nous ou qui bossent avec nous, ça, c'est quelque chose en fait, tout ça, ça relève de ta philosophie, de ta vision, en fait. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Par exemple, quand tu viens, tu n'as vraiment pas de moyens, tu ne peux pas te permettre d'embaucher des gens pour dire, voilà, vous êtes des salariés que je paye à la fin de chaque mois, puisque si tu n'as pas une rentrée conséquente, c'est voué à l'échec. Ça, ce n'est pas possible. Oui. Donc, tu es obligé de composer avec des saisonniers. Voilà. Donc, nous, c'était vraiment ça. On avait une secrétaire permanente toute l'année, mais dès que la campagne de nos activités télévisuelles commençait, par exemple, on commence Case Saramaya ou Case Sanga 3 mois à l'avance ou 4 mois, on est obligé de faire appel à une équipe, de composer une petite équipe. Et d'ailleurs, c'était des équipes, c'était des équipes rodées, parce qui étaient déjà présentes chaque année, à chaque édition. Donc, on avait créé un noyau vraiment bien, qui avait bien maîtrisé notre façon de travailler et qui avait bien maîtrisé nos concepts et qui travaillait avec nous, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui avec MDA, avec SADC et tout ça. Ouais. Voilà. Donc, l'équipe va à ses occupations. Et quand on attaque la saison, tout de suite, on fait appel aux uns ou aux autres. Voilà, tchété, à tout le monde vient, on travaille. Ouais. C'est un peu ça, quoi, l'aspect RH. Voilà. Ouais. Donc, et c'est ce modèle-là qu'on a toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce modèle-là, j'ose dire, qui fonctionne au Mali. Ah oui, parce qu'au Mali, comme je l'ai dit, rien n'est pérenne. En fait, tu ne peux pas attaquer, moi, je n'ai pas dit que les petites... Comme nous sommes,
On a toujours été une SARL, donc petite moyenne entreprise. Donc, en même temps, c'est le conseil que je donne. Tu ne peux pas remplir ton entreprise d'employés permanents et tant que tu n'as pas de modèle économique viable, c'est-à-dire que tu n'es pas sur des gros contrats et qui sont à l'année et qui sont renouvelables. Maintenant, pour ceux qui se débrouillent, il faut toujours faire appel à la ressource humaine pour faire face à un défi spécifique. Et terminer ce défi, et des gens peuvent aller chercher ailleurs, en attendant que tu aies encore besoin d'eux pour les faire revenir. Donc, je pense que en tout cas, c'est le modèle qui nous a toujours réussi. Wow, c'est super. Et on a parlé de modèle, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a un aspect que j'adore, l'argent. J'adore en parler. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, on pense souvent que c'est rose. On pense que oui, ça va, ça fonctionne. Et quand on a l'occasion d'avoir un géant de l'entrepreneuriat qui est là-dedans depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est important qu'il nous parle de cet aspect-là. Parce que les choses ont évolué. Et toi, tu as eu la chance d'évoluer avec la période de ton temps à ce jour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la gestion financière? Comment un entrepreneur, qu'il soit débutant, en moyenne phase ou vraiment qu'il soit stable dans son entreprise, doit faire en fait côté argent, parce que c'est très capital. Ouais. De par mon expérience, je pense que l'argent, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Parce que pour se développer, c'est pas, tu sais, tout le monde dit j'aime l'argent, j'aime l'argent. Il faut savoir faire la part des choses. L'argent, pour certains, c'est pour frimer, c'est pour faire de la belle vie et tout ça. Mais pour un vrai entrepreneur, l'argent est important puisque ça te permet de passer des caps. On va dire c'est impossible de se développer tant que tu ne gagnes pas de l'argent. Mais ce n'est pas pour te couper, mais on nous dit que oui, en général, quand on voit les motivations d'entrepreneuriat, on nous dit oui, je suis partie de rien, ça a fonctionné. Mais là, ce que je comprends, c'est que l'argent aussi a sa place et c'est capital d'avoir de l'argent. Oui. Et surtout, c'est là qu'il y a un piège à ce niveau-là. OK. Tu sais, je suis parti de rien et j'ai réussi. Moi, je vais te donner une anecdote par rapport à cela même. Je suis parti de rien. En fait, l'entrepreneur fait face à 2 défis. OK. Premier défi, c'est le défi d'imaginer quelque chose, d'y croire, de travailler pour le faire grandir. Et en atteignant cet objectif, tu as une autosatisfaction indescriptible. Personne ne peut comprendre combien tu es dans la jouissance sur tous les plans, en fait. Parce que tu te dis, mais attends, je suis, par exemple, on est dans les locaux de Tchété. C'est tellement beau, mais ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas venu comme ça. C'est des garçons qui travaillent depuis des années et peut-être qu'ils ont commencé avec une petite caméra qui coûtait à peine 200 000 ou 300 000. Mais aujourd'hui, ils ont du matériel, ils ont tout ce qu'il faut, qu'on peut estimer peut-être à 100 ou 150 millions. Et c'est le fruit de plusieurs années. Mais leur première satisfaction, c'est quand ils s'assoient, ils regardent tout le matériel qu'ils ont acquis par la sueur de leur front. Un entrepreneur, d'abord, c'est cette jouissance émotionnelle. Tu peux expliquer ça à personne. Personne ne peut comprendre ça. Parce que c'est pour ça qu'on dit que tu es parti de zéro pour te construire. Okay. Donc ça, c'est le business que tu as mis en place et que le business a pris de l'ampleur. Tu es trop fier de toi et tu es trop content. Deuxième challenge, ça c'est l'argent. La deuxième satisfaction, c'est quand tu sais que tes finances se portent bien. Et d'année en année. Et c'est ça le plus gros, le challenge le plus difficile. Parce que
Là, moi qui suis là en face de toi, moi, j'ai fait mes erreurs. Oui. À un moment donné, j'ai eu beaucoup d'argent. Je n'ai pas su les placer convenablement. Voilà, ça, c'est pour ça qu'on dit qu'un entrepreneur, c'est des échecs. Tu as des opportunités, tu les utilises pas bien, ça te rattrape et tu regrettes. Mais après, quand c'est à refaire, tu refais plus les mêmes erreurs. Donc, on a tous connu ça. Mais ce qui est motivant pour un entrepreneur, c'est que tu as toujours faim, tu veux toujours encore plus. Et le fait de vouloir encore plus, ça te permet de pousser la réflexion, de te dire, bon, on est à ce niveau-là, il y a plusieurs qui font aujourd'hui comme nous, comment nous démarquer, comment aller de l'avant, comment créer de la distance avec la concurrence, ainsi de suite. Donc, et tout ça, ça te permet de pouvoir mieux gérer ton argent. Parce que quand tu es en tout cas un vrai entrepreneur qui veut évoluer, est obligé de sécuriser le capital. Tu sécurises, mais l'argent que tu gagnes, le bénéfice que tu as, tu es obligé de faire un calcul sur le bénéfice pour en tout cas injecter encore davantage pour te développer, en gros. Pour se développer, il faut de la marge bénéficiaire. Oh oui. Donc, obligatoirement, tu es tout le temps dans cette gymnastique-là, tu es toujours en train de voir comment faire pour fructifier davantage mes avoirs. Et en embauchant les personnes les plus qualifiées, en investissant dans le matériel le plus performant, etc. Donc, c'est pas chose aisée. Et ça fait qu'un entrepreneur ne dort jamais. On le dit souvent. Comme quoi, on a appris sur ce plateau un jour que 24 heures ne suffisent pas pour une journée dans l'entrepreneuriat des fois. 100% vrai. J'ose mentionner le fait aussi que, étant un modèle de réussite au Mali ici, dans l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de la culture, qui est un domaine vraiment qui a ses réalités différentes des autres réalités qu'on peut voir dans l'entrepreneuriat. Là, je voudrais que vous donniez un conseil dans lequel les gens puissent comprendre, les futurs entrepreneurs ou ceux qui sont déjà dans le domaine puissent comprendre que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat dans la culture, il y a cette chose-là à éviter, au Mali surtout. Je pense que l'entrepreneuriat dans la culture, comme dans la santé, comme dans l'agriculture et comme dans l'éducation, c'est les mêmes règles. Et il y a des pièges à tous les niveaux. Et la meilleure façon d'éviter les pièges, c'est de prendre beaucoup de conseils auprès des personnes aguerries. Okay. Par exemple, moi, j'approche beaucoup des grands frères, des tontons, des tantis, et qui ont tout fait, voilà, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je viens toujours respectueusement vers eux pour leur confier mes défis, mes difficultés. Et c'est eux qui me disent toujours non, prends tel chemin, ne prends pas tel chemin. Ou souvent, ils me disent, bon, fais confiance en ton instinct. Voilà, donc ainsi de suite. Et tout ça, c'est comme si on était à l'école. On ne cessera jamais d'apprendre. L'école de la vie. Voilà, l'école de la vie, c'est une école sans fin. Et tout dépend, pour moi, un grand entrepreneur en devenir, c'est quelqu'un qui est assez curieux et qui est assez... qui a un instinct de journaliste. C'est-à-dire qui va toujours vers... Par exemple, un grand entrepreneur, c'est quelqu'un qui tombe par hasard sur un élément sur les réseaux sociaux ou en tout cas la télé. La personne qui est interviewée, un exemple, la personne qui est interviewée, l'orientation que la personne est en train de donner aux téléspectateurs, est en droite ligne avec
ce qu'il compte faire. Ok. Et c'est ce jeune qui s'élève et qui se donne les moyens d'aller chercher cette personne ressource et de l'approcher et de lui demander de l'aider à comprendre ou à mieux faire ou à mieux se comporter. Ça, quand tu vois ça chez un jeune entrepreneur, c'est qu'il va aller très loin. D'accord. Il se met pas de barrière, il fait pas de complexe, il fait pas de... Il faut foncer. Il n'y a pas d'autres règles. Il faut foncer et en fonçant, mets-toi en tête que rien n'est facile. Même ce qui est facile, et un entrepreneur qui veut être grand doit toujours sortir de sa zone de confort. La zone de confort. Très important. La zone de confort. Très important. La zone de confort, c'est une zone que tu maîtrises à merveille et dont tu n'as plus rien à apprendre. Donc, tant que tu ne sors pas de cette zone, aller vers des zones qui te semblent marécageuses, qui n'ont pas de... qui est très difficile à pratiquer. Et quand tu arrives à pratiquer, c'est que tu es un champion. D'accord. Mais là, je vais parler du lâcher-prise. En entrepreneuriat, en nous attendons en général il ne faut jamais lâcher. Il faut garder la niaque, le courage, la ardeur. Mais j'ai une question pour toi. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans le domaine. Est-ce que le lâcher-prise n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat? Parce que des fois aussi, on entend, oui, des fois, il faut prendre du recul pour mieux sauter. Donc là, on est un peu mitigé. Parce que quand on veut se lancer, il y a toutes ces informations-là qui nous tombent dessus. Et souvent, on ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, là, tu peux pas confondre abandonner et reculer pour mieux sauter. C'est deux choses complètement différentes. Et comment on fait pour savoir la différence? La différence se situe au niveau de... lorsque tu veux abandonner, ça veut dire que... Moi, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouh, ce secteur est très difficile, j'abandonne. » Et je m'attaque à un autre secteur. Ça, c'est pas du tout bon. Ce n'est jamais bon de fuir un secteur pour sa difficulté ou en tout cas pour les difficultés que le secteur peut révéler. Il faut toujours... Il y a des moments où tu es dépassé. Ça, c'est humain. C'est purement humain. Et c'est en ces moments-là que tu dois prendre la décision de reculer pour mieux sauter. Tu dis, je prends une pause. C'est différent. Je prends une pause. Et la petite pause, ça te permet de voir clair, de faire le point sur tes échecs, tes réussites, de faire le point sur toi-même, tes points forts, tes points faibles. Et surtout aussi de prendre le temps de concerter, de réanalyser. Parce que quand tu te jettes dans un domaine, ça veut dire que tu as fait déjà une première analyse. Donc, la pause te permet encore d'approfondir, par exemple, l'étude du marché, l'étude du terrain, etc. Donc, le recul, ça te permet vraiment de prendre des forces, et beaucoup d'énergie, de te ressourcer. Et avec beaucoup de chance, lorsque tu te jettes encore, tu réussis. En fait, ça te réussit, généralement. Mais abandonner, dire que lâche prise, comme tu l'as dit, je lâche prise, non, ça c'est pour les faibles. Oh. Et les faibles n'ont pas leur place dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, moi j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui viennent vers moi, je leur dis, les gars, vous êtes dans la jungle. L'entrepreneuriat, entreprendre, c'est s'aventurer dans une véritable jungle. Et tu peux te faire mordre par un serpent, tu peux te faire bouffer par le lion, en fait, c'est la jungle, quoi, totale. Et surtout, tu vas vers l'inconnu. Maintenant, la meilleure option qui s'offre à toi, c'est de te dire que ça va être difficile, mais jusqu'à mon dernier souffle, moi, je résisterai. La détermination. La détermination, mais à fond, quoi. Je suis déterminé c'est-à-dire que je vais réussir. Coûte que coûte. Coûte que coûte, vaille que vaille. Okay. Et surtout, ce qui est très dommageable et ce qui est dramatique au Mali,
premier ennemi d'un entrepreneur, c'est les bouches. J'allais en venir. Les bouches. Parce que tout le monde écoute ici. Tout le monde s'est fait influencer par l'autre. Les propos, ils ont dit que Nounou Aké, ça n'a pas réussi, ça ne leur a pas réussi. Ils vont, ou bien, quand tu vas aller là-bas, le directeur là, le ministre là, il va te mettre des bâtons dans les roues, ceci, c'est là. Tout le monde est en train d'écouter ça et tout le monde fait confiance en ça et tout le monde s'assoit. Et ça, c'est la pire des erreurs. Parce que le ministre peut mettre les bâtons dans les roues de 9 personnes. Toi, tu es la 10e personne, tu peux lui faire de l'effet, tu peux la convaincre ou le convaincre et il va te suivre. Tenter, toujours tenter. Mais il faut toujours tenter. Et tu tentes différemment. Quand on te dit que telle personne peut être un blocage pour toi, tu dois chercher à comprendre pourquoi les autres ont bloqué. Pourquoi il a bloqué les autres. Et tu comprends que peut-être que leur approche ou leur façon de s'habiller ou leur façon de parler... Et ça, il y a forcément quelque chose qui l'a fait se mettre dans une position de réticence. Mais bien sûr. Donc, il faut comprendre ça en amont et puis contourner ça et proposer mieux et proposer autre chose. Comme ça, toi, tu vas être accepté. Et les gens vont se dire quel est son secret. Ils vont aller dans le paranormal, ils vont aller dans toutes les spéculations possibles, alors que c'est parce que tu as confiance en toi et que tu t'es préparé. Parce que c'est important de se préparer avant les échéances. Oui. Voilà. On l'aura bien compris. Et la préparation, elle est au cours de la vie, à travers l'école de la vie, mais également à travers les stratégies, les échecs, les succès. Et parlant de succès, là, on est presque au terme du podcast. Ça me frustre un peu, mais je crois qu'on va faire un second épisode avec toi. Je suis honoré. Là, franchement, j'aimerais savoir quelle a été l'une de tes plus belles initiatives dont tu es fier. Je parlerai de plus de Yélé Bougou. Yélé Bougou. Ouais. Ah oui, ça a fait son temps. Ouais. Ouais. Je parle de Yélé Bougou, pourquoi? Parce que le concept Yélé Bougou, je peux dire que c'est l'exemple type de l'entrepreneuriat qui dit partir de zéro. Parce que partir de zéro, ça veut dire que 0,00, c'est-à-dire que partir de zéro et arriver à amasser des centaines de millions, je pense qu'il faut le faire. Et je pense c'est une leçon à donner aux jeunes. Je m'explique. En 2009, on avait des difficultés. Enfin, on a eu des difficultés avec le partenaire dans l'exploitation de Kasanga et tout ça, avec le partenaire, les différents partenaires. Et ça peut faire l'objet d'un autre débat une autre fois. Et on était quasiment, on n'avait pas de structure de production audiovisuelle. On n'avait pas de télé. Puisqu'en son temps, il y avait Africable et l'URTM. Oui. Donc, nous, on était là et je me rappelle bien, lors d'un des primes de Kasanga, j'avais été approché par Koma Diabaté parce qu'en son temps, pendant les intermèdes, on faisait jouer les artistes, les rappeurs ou les griottes et tout ça. Mais on n'avait pas on faisait pas jouer d'humoristes en son temps. Mais il est venu nous voir et il a dit qu'il a une petite troupe et que est-ce qu'ils peuvent jouer juste un sketch lors d'une pause, lors d'un prime de Kasanga. Et bon, on les a reçus à la case, ils nous ont fait des petites démonstrations, ça nous a convaincus et on a dit on vous donne votre chance. Wow. Et au prime prochain, ils sont venus, ils ont fait un truc qui a bien fait rire les gens.
Et après ça, ils ont continué à nous solliciter. Bon. Et on a développé une proximité à travers ça. Et c'est pour ça que j'ai dit de ne jamais lâcher. Comment ils nous cherchaient, on n'avait pas le temps. Très souvent, on ne répondait pas à ses appels, mais ils persistaient, ils insistaient, ils persistaient. Et jusqu'à ce que, quand nous, l'autre côté, le partenariat a explosé, et que nous, on était quasiment au chômage, enfin, quasiment, on n'était pas sur quelque chose de façon active. Voilà. Okay. Donc, et c'est là que on a eu l'idée, avec mon associé, on s'est dit, bon, on va faire un truc pour la comédie, quoi, pour l'humour. Et c'est comme ça. Et on avait zéro. Parce qu'on n'était pas en activité, donc les caisses étaient vides. Mais quand je dis vide de chez vide, 0,0000, quoi. Donc, bon, on a décidé, à l'époque, le papa gérait un espace dans le palais de la culture. Et il nous a dit, bon, nous, on est venu le voir, on lui dit, bon, on veut faire un truc, on veut donner on veut donner une scène, un espace à des jeunes humoristes. Et ils vont venir prester, ils vont faire des trucs, on le fait gratuitement. C'est juste une scène d'expression pour eux, ça leur sert de terrain de... comment on appelle ça, de terrain de répétition. Et en même temps, nous, ça nous permet aussi de pouvoir exploiter ce business-là et puis en faire un vrai business un jour. Le papa, il dit, il n'y a pas de problème, je vous cède l'espace. Et il y avait une quarantaine ou une cinquantaine de chaises là-bas. Donc, on ne payait pas l'espace, on ne payait pas les chaises. Donc, et avec Kouma, qui a fait une réunion avec sa troupe, on a fait une réunion, on s'est dit, bon, chacun gagne quelque chose en tout cas. Parce que vous n'êtes jamais vu. Vous n'avez pas de terrain d'expression, vous n'avez rien. Donc, nous, on vous offre ce terrain. Et entre-temps, nous, on a un peu le savoir-faire. On va essayer de voir comment monétiser ça dans un futur proche ou moyen. Tu comprends? Et c'est là que... de fil en aiguille, on a commencé à poser le premier. On a fait le premier numéro en invitant que nos amis. Que des amis de la famille, quoi. Mais c'était tellement bien. Le dimanche d'après, et puis on avait fait exprès de choisir le dimanche parce qu'on s'est dit que le dimanche, c'est morose. Les gens s'ennuient. Oui. Si tout le monde dit « j'aime pas le dimanche parce que c'est la veille de lundi », bref. Donc, on a bien choisi le jour et on est parti dans cette aventure. Et au bout de 6 mois, je ne peux pas te dire combien depuis les badauds, les gens de Badlabougou, de bouche à oreille, on n'a fait aucune communication. Aucune communication officielle ou... un marketing digital ou un marketing classique pour que la chose soit vraiment visible. Nothing. Donc, just the mouth and... Yeah. Wow. C'est parti comme ça. Hein. Et puis, on a commencé à recenser 100, 200, 400 personnes, 500. Et quand on est arrivé à 500 personnes, au bout de 8 mois, un truc comme ça, on a commencé à demander, parce qu'on a dit à ceux qui viennent regarder, on dit, mais est-ce que vous pouvez au moins payer un petit 500 francs pour au moins qu'on encourage les comédiens et puis qu'ils prennent de l'essence et tout ça. Les gens disent oui. Donc, on a mis le ticket à 500 à l'entrée et on est passé des 500 à presque 1000 personnes par dimanche. Et c'est là que... Oui, c'était fort. Hein? Wow. Et c'est là que Orange s'est intéressé à la chose, le Haut Conseil de lutte contre le sida. On a commencé à avoir des partenaires et qui sont venus avec des millions. Wow. Donc, c'est comme ça. Et puis, on s'est battu pour que ça puisse passer sur le RTM. Et c'était pas difficile, c'était pas gagné. C'était très difficile parce qu'il y avait Éclat du Rire qui était là-bas depuis 30 ans. Donc, il y avait déjà une concurrence âgée qui était là. Bien sûr, c'était pas gagné. Donc, on a bataillé. C'est pour te dire que c'est difficile, quoi, mais il faut foncer.
faut que même ce que tu viens voir, quand tu veux avancer, quand tu veux être grand dans l'entrepreneuriat, il faut que les gens aient peur de toi. Peur comment? Parce qu'ils disent que ni Claude, Atadabla, quand il veut là, il faut qu'à Kanye bon, sinon Il se laisse pas. Il me laisse pas, il me fout pas la paix en fait. Faut jamais foutre la paix. Faut pas harceler les gens, mais il faut jamais leur foutre la paix. Il faut toujours les rappeler que je suis là. Ah mais Cro, tu m'avais dit semaine passée, tu m'avais dit Cro, mais tu décroches pas, Cro. C'est comme ça. Waouh. Et les grands ils aiment ça. Ils se disent Niba Marodon quoi. Il n'arrête pas, il se décourage pas. Même quand tu lui fous une raclée, il s'en fout. Il revient encore. Parce qu'il a un objectif à atteindre, la détermination. Bien sûr. Oui. Bon, le jeune entrepreneur malien, c'est comme Fantan de Souba, quoi. C'est la même chose. C'est genre, je suis venu le voir devant, il y avait les gens, et il m'a parlé bizarrement. Je ne vais plus jamais ils font gros cœur pour. C'est pas une affaire comme ça. Argent ne connaît pas gros cœur. Mais ce n'est même pas une affaire comme ça. Celui dont tu as besoin là. Mais lui, il est à un autre niveau. Que toi, tu es gros cœur ou que tu es petit cœur, là, il s'en fout. C'est pas son problème. Oh, lui, il ne réfléchit même pas à toi. Maintenant, mais quand il voit que tu as un certain comportement, tu n'es pas à ce niveau-là, quoi, quand tu n'es pas à ce niveau-là, tu arrives à les conquérir, à les séduire. Parce qu'ils se disent, le jeune frère, il m'appelle 10 fois par jour, je ne réponds jamais, mais il n'arrête pas. Lui, là, Nima Morodon. C'est important. Waouh. Ouais. C'est vraiment super. Merci vraiment pour tout ce que tu viens de nous dire. Je vais voir avec l'équipe technique. Il faut qu'on refasse une seconde saison avec M. Oder Baba. Il n'y a pas de problème. Alors, on Tout arrive le plaisir est pour moi. au terme. Mais là, j'aimerais que tu me parles de... Pour qu'on finisse ensemble en beauté, c'est la personne qui t'a inspiré, qui t'a marqué, ou les personnes qui continuent de t'inspirer. Moi, très honnêtement, lorsque je suis arrivé à Bamako, lorsqu'on est rentré, la première personne qui m'a beaucoup inspiré, qui m'avait bien inspiré, c'est le grand frère Ismaël Sidibé de Africa Télévision. Pourquoi? Parce que j'avais vu chez cet homme un self-made man, mais un vrai self-made man, et qui me parlait de son parcours et qui était même technicien d'antenne, c'est-à-dire Antenne TV5, tu vois, qui était technicien carrément, qui se couchait par terre pour monter les câbles, les fils et tout ça. Et au-delà de cela, c'est quelqu'un qui m'a inculqué beaucoup de valeurs, telles que, parce que chaque fois qu'on était face à une situation de crise, mais quand je dis crise, nous on faisait face à des situations de crise aiguës, mais non, très aiguës. Donc c'est lui qui disait toujours, quand nous on rentre dans son bureau, on dit Monsieur Sidibé, ils veulent faire grève, ils ont lâché. Il dit non. Il dit les gars, les jeunes, calmez-vous. En fait, c'est quelqu'un qui m'a appris à me calmer face à n'importe quelle situation. Et il dit, c'est dans le calme tu vas avoir des solutions. Il faut toujours être calme. Et toujours, quand je dis toujours, en toutes circonstances. Et ça, c'est une des valeurs qu'il m'a apprises. Il y en a plein d'autres. Ce monsieur, il te montre, enfin, il t'enseigne avec beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité. Donc, ce fut l'un de mes premiers déclics. C'est-à-dire que l'un de mes premiers... l'une des premières inspirations que j'ai croisées. Et au fil de mon parcours aussi, je suis tombé... Par exemple, j'ai un grand frère, Samba Bachili, communément appelé Bacho, qui est un des grands hommes d'affaires maliens.
et qui m'inspire beaucoup, et qui m'a beaucoup inspiré, et qui continue à m'inspirer. Parce que lui également, avec une facilité extraordinaire, il arrive à me guider, il arrive à me conseiller, il arrive à me mettre sur le droit chemin. Et il arrive à m'apprendre ce qu'on n'apprend pas aux gens, même dans les universités. Parce qu'il a pu aller décrocher des contrats de millions de dollars chez des Chinois, partout, et en Afrique. Il a travaillé avec les chefs d'État. En fait, c'est une sommité qui m'a beaucoup inspiré et surtout qui m'a beaucoup guidé, puisque c'est jusqu'à demain, on est en contact. Et il continue à m'inspirer, en fait. Voilà. Donc, je pense que les deux, là, déjà, ça suffit. Mais il y a d'autres qui sont... Bon, ce n'est pas les mêmes impacts, ce n'est pas les mêmes influences, et c'est à des degrés différents. Forcément, il y a d'autres... Je peux en oublier, mais je ne peux pas en citer plus que les deux. Parce que les deux, là, c'est vraiment ceux qui ont réellement impacté ma vie, en fait, d'entrepreneur. Super. Et vous l'aurez compris, une édition plus ou moins captivante, dynamique avec M. Ander Baba Diarra, un des géants de l'entrepreneuriat au Mali et je dirais aussi en Afrique, bien sûr. Nous allons vous dire à très bientôt pour un autre épisode de Kuma Bibolo, le podcast qui innove, qui rassure, qui motive, qui redynamise. Et on va dire au revoir également à M. Ander Baba Diarra et à la prochaine pour un second épisode. Ça, j'y compte bien. Sur le plateau, on applaudit avant de couper. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Merci, Lala.